Après les conventions signées lors du sommet de la Terre qui s'est tenu à Rio de Janeiro il y a plus de 25 ans, la gestion durable des ressources naturelles et la conservation de la diversité biologique sont devenues une préoccupation majeure des États parties. Nombre d'espaces forestiers qui étaient auparavant négligés intéressent désormais les scientifiques et les organismes de conservation. Malgré l'activité anthropique préjudiciable à l'environnement, l'Afrique connaît encore des forêts sacrées qui doivent parfois leur survie aux pratiques culturelles et cultuelles. Le rôle des forêts sacrées dans un processus de développement durable, nous en parlons avec le professeur Kwame Kokou. Vous êtes enseignant-chercheur à la faculté des sciences de l'université de Lomé et puis directeur du Wascal Togo. Merci professeur d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Bonjour Gaëtan, bonjour chers téléspectateurs. Professeur, cela fait des années que vous travaillez sur la thématique des forêts sacrées. Comment définit-on d'entrée une forêt sacrée? Oui, c'est vrai, vous aviez dit que ça fait longtemps que je travaille sur les forêts sacrées. Autant en parler avant de passer à la définition. Je suis arrivé à travailler sur les forêts sacrées dans le cadre de ma thèse que j'ai soutenue en 1998 à l'Université de Montpellier 2. L'idée de départ, en fait, c'était pas de travailler sur les forêts sacrées, c'était de travailler sur la fragmentation forestière, l'émiettement des forêts. Avec l'hypothèse comme quoi, quand vous prenez le sud du Togo, on a des îlots de forêt un peu partout. Donc, l'idée, c'était de dire que ces forêts étaient contiguës auparavant. Et comment on est arrivé à l'émiettement, à la fragmentation? Et c'est en étudiant ces îlots de forêt pour tirer les informations nécessaires pour arriver à cette conclusion qu'on s'est rendu compte qu'en fait, c'est des forêts conservées par la population et que ces îlots de forêt, en fait, à 95% étaient des forêts sacrées. Alors donc, je reviens maintenant à la définition que vous avez demandé. Une forêt sacrée, en fait, c'est une formation forestière, je vais le dire comme ça, c'est une formation végétale, je vais le dire comme ça, préservée, protégée par les populations à des fins religieuses. C'est-à-dire on va faire des cérémonies dans ces forêts, on va faire des cérémonies de purification, des cérémonies d'initiation, intronisation des chefs de village. Et dès qu'il y a un problème, le village est confronté à un problème, par exemple une anomalie climatique, inondation, sécheresse, il ne pleut pas à temps, les populations vont aller dans cette forêt pour aller invoquer les dieux, invoquer les ancêtres, parce que ce n'est pas seulement les divinités qui sont dans cette forêt, mais c'est parfois les forêts des ancêtres. C'est-à-dire que ces forêts avaient été des lieux où les ancêtres se cachaient. Vous saviez que par le passé, il y avait eu des razzias, des guerres fratricides entre des populations. Donc le seul endroit où les gens se cachaient, c'était dans les forêts. Et donc ces forêts avaient des histoires. Et donc une forêt sacrée, par définition, c'est une végétation dans laquelle les populations vont faire des cérémonies. Comment naît-elle? Comment naît-elle? Donc je viens de dire quelque chose qui est très important. Alors les populations, en se déplaçant, se déplaçaient dans la forêt par le passé. Et donc se cachaient dans la forêt. Mais aujourd'hui, c'est justement cette question de fragmentation, l'émiettement de ces forêts qui a fait que ces populations qui s'étaient cachées dans la forêt, qui étaient restées, qui avaient leur divinité dans la forêt, avaient préservé ces lambeaux de forêt et qui sont restés aujourd'hui. Mais les forêts naissent aussi autrement, par la construction. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les populations ont besoin d'aller préserver leur divinité quelque part. L'espace est vide, il n'y a nulle part, donc on commence par réserver un endroit. Et vous savez, quand vous protégez un endroit, que personne n'y va, la végétation, nous sommes dans une zone où la dynamique forestière est nette, donc la végétation arrive tout seul. Mais je vais continuer par vous dire quelque chose. Ne pensez pas que quand on dit forêt sacrée, c'est forcément la forêt, les grands arbres.
Donc ailleurs, vous allez dans d'autres milieux où il n'y a pas la forêt, ils ont aussi des forêts sacrées. Vous allez par exemple dans la partie septentrionale du pays, au Togo, vous avez des forêts sacrées, mais c'est des zones de savane. Donc vous avez des forêts sacrées, mais qui sont des formations de savane. Est-ce que toutes ces forêts ont les mêmes caractéristiques? Enfin, alors caractéristiques, c'est déjà, je viens de le dire, c'est des forêts qui sont généralement de toute petite taille. De toute petite taille. Aujourd'hui, avec le besoin en terre, ces forêts ont été grignotées, sont de toute petite taille. La caractéristique également, c'est que, je l'avais dit tantôt, les populations vont y faire des cérémonies. Et vous allez trouver l'autel de la divinité dans cette forêt. Vous allez trouver peut-être un arbre qui est le totem de la collectivité ou bien de la communauté qui vit autour de cette forêt, qui est dans cette forêt. Et généralement, on va voir des bouteilles, des tessons de bouteilles, ou bien des marmites, ou bien parfois carrément c'est un pagne qu'on met autour de cette arbre-là qui est l'arbre totem. Et donc vous allez trouver aussi parfois des tombeaux dans ces forêts parce que on va parfois enterrer des gens, deux catégories de gens. Ça peut être des dignitaires, c'est-à-dire le créateur du village, et le chef du village. Là, c'est une autre catégorie. L'autre catégorie, ça peut être des forêts dans lesquelles on enterre les mauvaises morts. Ce que nous appelons les mauvaises morts, c'est les morts accidentées, les morts à la suite de longues maladies, des morts par noyade. Voilà, donc on enterre également cette mort. Le fait que ces endroits sont craints et on n'y va pas souvent, bon, la végétation se développe naturellement et on a une formation forestière. Alors vous avez parlé de ces îlots de forêt, de par sa géographie, le Togo en connaît par densité, dans quelle région, comment ça se passe, comment la situation se présente en termes de ça forêt. c'est très intéressant comme question. Bon, au départ, en étudiant ces îlots de forêt, moi je pensais que c'est seulement dans la partie forestière qu'on peut trouver ces forêts. Non, il y en a partout. Et aujourd'hui, vous allez à des latitudes, à des altitudes, à des latitudes et altitudes bien sûr, et vous allez tomber sur ces îlots de forêt qui sont vraiment des forêts impressionnantes. Vous allez par exemple dans la région de Sokolé, vous avez des forêts sacrées. Vous allez à Dapaon, vous avez des forêts sacrées. Vous allez en pays Kabia autour de Kara, vous avez de nombreuses forêts sacrées. Et donc dire combien on en a aujourd'hui, nous sommes toujours dans le processus d'étude de ces forêts, mais sans vous mentir, pour ce que nous avions recensé jusqu'à présent, on est au-delà de 1500 forêts sacrées de toute petite taille, parfois 10 fois 10 mètres carrés, mais vous en avez également qui sont de très 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 grande taille et peut-être on va en parler par la suite. Et cette diversité de forêts, vous avez parlé dans toutes les régions, elles existent dans toutes les régions, elles sont toutes sacrées ou il y a d'autres catégories de forêts? Dans quelle région on en trouve assez de forêts sacrées par rapport à d'autres? La forêt sacrée, c'est d'abord lié au culte animiste. Mais c'est ce qu'on croit. Mais vous allez trouver des forêts sacrées aussi en pays musulman. Je viens de parler de Sokolé. Sokolé, c'est des musulmans qui sont là-bas. Vous allez trouver des forêts sacrées. Bon, je dirais qu'au sud du Togo, nous en avons beaucoup plus. Vous avez des hotspots, en fait. Vous allez autour de Kara. Là également, vous avez beaucoup de forêts sacrées autour de Kara. Vous allez en pays Tchamba, vers la frontière du Bénin. Vous avez beaucoup de forêts sacrées. Mais surtout au sud du Togo, vous en avez beaucoup. Au sud du Togo, nous en avons beaucoup. Nous allons marquer une petite pause pour suivre cet élément que je vous propose, la forêt sacrée dans la biosphère du Mono, où nous trouvons justement ces îlots de forêt dont vous parlez. En 1884, le journaliste allemand Zoller décrivait le bassin du Mono comme une zone pourvue d'une végétation luxuriante, riche en espèces animales et végétales, qui ferait le bonheur de tout conservateur.
Aujourd'hui, la plupart de ces ressources communautaires se retrouvent dans les forêts sacrées. Les forêts sacrées sont des sites naturels conservés à cause du rôle spirituel qu'ils jouent dans les croyances des communautés. La réserve du Mono en abrite une dizaine de différentes tailles. Grâce aux stratégies de conservation mises en place par les prêtres des religions traditionnelles, certaines d'entre elles ont pu se maintenir en état depuis plusieurs siècles. La conservation de ces forêts a été possible grâce aux méthodes ancestrales utilisées par les prêtres vaudous et les utilisateurs locaux. Des règles de gestion, comme des périodes d'interdiction de toute activité au sein de la forêt, de coupe de certains arbres et de chasse de certains animaux, sont ainsi établies. Les chasseurs et les exploitants de bois observent ces règles et offrent régulièrement des sacrifices aux dieux protecteurs pour la régénérescence des ressources exploitées. Toute infraction des règles entraîne des sanctions, parfois jusqu'à l'exil du village. Chaque année, des libations et des rites d'action de grâce sont offerts aux divinités des forêts. Ces cérémonies, réservées aux initiés, permettent ainsi de procéder à leur sacralisation. Ces forêts sacrées regorgent également d'un vaste patrimoine culturel et identitaire pour les peuples de l'ère culturelle Adjatado, majoritaire dans la zone. En plus des plantes utilisées pour les cérémonies religieuses, on y trouve d'autres qui sont connues pour leurs vertus médicinales. À l'université de Lomé, les chercheurs y trouvent un véritable vivrier pour leurs travaux. Quand on fait aujourd'hui la liste des espèces dans ces forêts-là, il y a des espèces qui sont dans ces forêts qui ne sont pas encore recensées sur le plan scientifique, qui ne sont pas dans nos herbiers, qui ne sont pas dans la liste que nous avons établie. C'est là où ça devient très intéressant pour le chercheur. Ça devient très intéressant parce que c'est des réserves où on peut aller puiser, des réserves génétiques où on peut aller puiser pour, par exemple, des améliorations. Des études y sont menées sur leurs apports à la médecine moderne. Pendant plusieurs années, les chercheurs de l'université de Lomé ont mené des études sur les substances naturelles présentes dans les forêts sacrées. Parmi les résultats obtenus, les vertus médicinales de l'arbuste spongias ont été relevées. Quand les microbes sont en jeu, le spongias intervient au niveau des écorces, de troncs, au niveau des feuilles, au niveau des racines même. Le spongias a développé, a montré des propriétés thérapeutiques très intéressantes. Si bien que ça concorde, enfin, les résultats des recherches scientifiques supportent ou soutiennent les utilisations que l'on fait en médecine traditionnelle avec ces plantes-là. Cependant, le non-respect des traditions, mœurs et coutumes par quelques usagers des ressources naturelles font que les forêts sacrées sont menacées de disparition. Aujourd'hui, avec la baisse récente du nombre des adeptes et la montée de l'influence des religions modernes, ces religions traditionnelles sont en train de perdre leur influence. Ceci diminue le système traditionnel de contrôle et augmente les usages anarchiques des exploitants de bois et des chasseurs. Les arbres sont coupés pour le bois de chauffe et la production de charbon sans permis. Les animaux sont abattus sans le respect des systèmes traditionnels de régulation. La conséquence de ces pratiques est la perte croissante de la biodiversité dans ces forêts.
Il urge donc de fondre les règles traditionnelles de gestion dans un cadre légal conforme aux législations actuelles du Togo et du Bénin. Ces législations modernes doivent également garantir la pérennisation des liens identitaires existants entre les communautés locales et les forêts sacrées. Pas pour aujourd'hui seulement, mais tout en prenant en compte les aspirations des futures générations. C'est ce défi que porte le projet de la réserve de biosphère transfrontière du Mono. Professeur Kokou Kwame, vous avez suivi cet élément. Pourquoi ce regain d'intérêt pour les forêts sacrées? Bien sûr, merci beaucoup. L'élément l'a si bien montré. Nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins avec le phénomène du changement climatique. Vous savez, ces forêts sont des puits de carbone. Puits de carbone, parce que c'est des forêts qui séquestrent le carbone. Et comment vous le savez, par le phénomène de photosynthèse, les plantes prennent le CO2 et rejettent l'oxygène. Et l'oxygène est utile pour nous, les hommes. Et donc, le carbone est utilisé pour la fabrication de la biomasse. Nous avons vu tout à l'heure des plantes avec des feuilles très vertes. Nous avons vu des plantes avec des fruits. Justement, c'est ce carbone qui permet aux plantes d'abord de croître, de grossir, de grandir et puis de fabriquer ce que nous appelons la biomasse. C'est tout simplement ce que nous appelons le phénomène de séquestration de carbone. Ça fait un. Deuxième, vous avez vu également dans l'élément la conservation de la biodiversité. Avec les mutations que nous connaissons aujourd'hui, l'agriculture industrielle, même l'agriculture que les populations pratiquent, on demande des terres. Et ce que nous recherchons souvent, c'est les terres fertiles. Et la forêt est justement indexée comme zone fertile. Et donc tout le monde veut aller couper la forêt. Donc face à ces phénomènes, la conservation de la biodiversité est aujourd'hui hypothéquée. Et donc ces îlots de forêt, ces forêts sacrées... D'où la nécessité de protéger nos forêts. Nos forêts. Professeur Kokou, nous allons marquer une petite pause, le temps d'une édition du journal sur votre chaîne. Seconde partie de ce numéro de votre émission Planète Idéale consacrée au rôle des forêts dans le processus de développement durable. Et nous sommes avec le professeur Kwame Kokou, directeur du WASCAL. Professeur, nous sommes dans un processus de développement durable. Quel rôle ces forêts sacrées, vous étiez en train de l'expliquer, dans le cadre justement de ce processus qui implique aujourd'hui la planète entière, tous les pays? Voilà, donc en termes de développement durable, je venais de commencer justement à en parler. Les forêts, je disais, c'est des puits de carbone. Mais pas que ça également. Les forêts ont des fonctions économiques. Les forêts ont des fonctions sociales. Les forêts ont des fonctions écologiques, environnementales. Et les forêts fournissent des biens et services écosystémiques. Et donc, vous l'avez si bien montré dans ce document, il y a des populations qui vivent aux dépens de ces forêts, bien même que ce soit des forêts sacrées. Vous avez vu, les populations vont y prélever des plantes médicinales. Et les populations vont aller prélever des produits forestiers non ligneux. Et justement, vous parlez des services écosystémiques. Combien vous en avez dénombré dans cet élément, sinon au niveau de ces forêts sacrées? Au niveau de ces forêts, les services écosystémiques, vous en avez plein. Déjà, le fait que ces forêts contribuent au développement local en fournissant des plantes médicinales. C'est déjà l'un des services. Vous avez le tourisme, l'écotourisme, qui est un service rendu. C'est des réserves génétiques, que je l'avais dit, où on peut aller puiser des informations. Un jour, on peut aller puiser des ressources pour l'amélioration génétique. C'est un service écosystémique également. Donc vous avez aussi tout ce qui concerne aujourd'hui la lutte contre comment vous l'appelez, les changements climatiques, en prenant par exemple la conservation de l'eau.
la conservation des bassins versants, la conservation des sols, l'amélioration de l'agriculture. Ça, c'est des services écosystémiques dans cette zone autour de cette forêt. Et cette forêt contribue énormément justement à la mise en œuvre de ces services écosystémiques. Les activités des défenseurs de l'environnement, comme Koussol PG par exemple, ont permis la reconnaissance de la forêt sacrée d'Akissa au niveau des autorités togolaises. Selon les informations, cette forêt aurait une existence de plus de 8 siècles. Avec une superficie de plus de 1200 hectares et serait la forêt sacrée la plus grande d'Afrique. Et comment est-ce qu'on est arrivé à l'ignorer, si on peut le dire comme ça, entre-temps? Bon, en tout cas, vous venez de dire que cette forêt date du 8e siècle. La Terre existe avant le 8e siècle. Donc, je suppose que cette forêt existait bien avant cette date que vous avez appelée. Et cette forêt, si on l'a ignorée, vous comprenez bien sûr ce pourquoi cette forêt a été ignorée. D'abord, la zone est difficile d'accès. C'est une zone qui est inondable, donc difficile d'accès, et c'est une forêt également qui est très protégée par les populations. Les populations, moi je me rappelle bien qu'en début des années 90, quand j'étais appelé à rentrer dans cette forêt pour la première fois, les populations m'ont dit, n'y êtes pas question, vous n'irez pas dans cette forêt. Et je n'ai pas réussi à rentrer dans cette forêt. Heureusement qu'aujourd'hui, il y a un autre regard par rapport à cette forêt, ce qui va contribuer énormément justement à la conservation de cette forêt. Plus de 1200 hectares, et dire que c'est la plus grande forêt d'Afrique, je ne sais pas... Sacrée d'Afrique, je ne sais pas d'où viennent ces informations, mais sachez que les forêts sacrées, il y en a partout en Afrique, dans tous les écosystèmes en Afrique. Et je ne veux pas soutenir cette idée en disant que c'est la plus grande. C'est l'une des plus grandes. C'est l'une des plus grandes, oui, je suis d'accord, c'est l'une des plus grandes. Vous avez même au Togo la forêt de Bédové, que j'avais connue également j'ai connu cette forêt par les photographies aériennes. À l'époque, il n'y avait pas les images qui pullulent un peu partout comme on en a aujourd'hui. Et j'avais utilisé des photographies aériennes et j'ai vu une grosse tache qui est noire, entourée de la savane. Et donc j'ai poussé ma curiosité pour y aller et les populations ont confirmé qu'effectivement il y a eu une grande forêt, une très grande forêt, et ils l'ont située à l'époque, c'est la forêt pas d'Adamé jusqu'à Gbanakin, dans le confin Chenal, Baga, Mono. Et donc j'avais imaginé effectivement que c'était une très grande forêt. Mais l'une des plus grandes forêts en Afrique, certainement oui. Si les gens l'ont dit, c'est qu'ils ont eu la confirmation. Alors vous, universitaires, vous ne cessez de tirer la sonnette d'alarme sur les activités anthropiques qui causent des préjudices à l'environnement, notamment la destruction des forêts. Vous avez le sentiment aujourd'hui que le regard des populations a changé sur ces forêts? Heureusement que le regard des populations a effectivement changé aujourd'hui par rapport à ces forêts, tout simplement parce que nous avons aujourd'hui apporté un intérêt à ces forêts qu'on avait ignorées pendant longtemps. Avant, on disait c'est du spiritualisme, c'est du fétiche, il ne faut pas y aller. Non, au-delà, vous l'avez montré, nous avons discuté qu'au-delà de cet aspect spirituel, il y a effectivement des choses à aller prendre, à aller chercher dans ces forêts, heureusement. Donc aujourd'hui, la population, vu que c'est un patrimoine qui est à côté de leur... Ils peuvent en profiter énormément. Peuvent en profiter, peut-être que par la suite, on va en parler, comment elles vont profiter de ces forêts, on va en parler peut-être. Et donc, aujourd'hui, la vision a changé et nous, on en est fiers. Comment faire aujourd'hui pour consolider cette vision, que tout le monde prenne conscience de ce patrimoine et protéger et conserver ce patrimoine, je crois que c'est ce qu'il faut faire. Et justement, par rapport à l'intérêt, comment faire en sorte que les populations dont nous parlons puissent tirer grand profit de ces ressources? Déjà, c'est arriver à les responsabiliser, c'est que l'ONG a commencé par faire, les responsabiliser, leur faire découvrir le patrimoine au-delà de la considération spirituelle qu'ils sont en considération religieuse. Ils viennent de se rendre compte qu'il y a des animaux à côté d'eux qui n'ont nulle part. On leur a dit ça. Mais maintenant, ils vont cesser de les tuer, ces animaux? Mais il faut aujourd'hui trouver des mesures alternatives, Et qu'est-ce que vous voyez comme mesures alternatives? Déjà, aujourd'hui, cette forêt, heureusement, a commencé par attirer beaucoup d'intérêt. Déjà, dans le plan de développement local en cours de réalisation dans quasiment
toutes les régions et spécialement dans la région maritime, préfecture de Lac, où se trouve cette forêt. La GIZ, à travers le programme ProMono, à travers le programme ProRed, investit beaucoup déjà dans la zone. Et je suis sûr que cette forêt représente vraiment un noyau important dans le schéma directeur de la GIZ. Et là, déjà, ça change la vision. Les gens vont avec d'autres idées. Et l'idée également, c'est d'arriver aujourd'hui, pour l'instant, nous parlons de forêts sacrées, c'est d'aller au-delà de forêts sacrées et parler de forêts communautaires. Et les communautés peuvent s'organiser, la responsabilisation de ces communautés autour de cette forêt pour en faire un élément qui apporte de la ressource. À partir du moment où les populations arrivent à tirer de la ressource de ce patrimoine, bon, c'est elles-mêmes qui vont aller protéger. On n'a plus besoin des défenseurs de l'environnement, on n'a plus besoin de l'autorité administrative pour aller protéger ces forêts. Elles-mêmes vont automatiquement protéger ces forêts. Donc là où il faut aller aujourd'hui, c'est justement le renforcer, faire comprendre ce que l'ONG est en train de faire avec beaucoup de tact et faire comprendre à ces populations l'intérêt que ce patrimoine a dans leur terroir. Et au-delà de cette prise de conscience, est-ce que vous avez, vous portez un regard, quel regard vous portez sur le cadre réglementaire juridique de protection justement de notre couvert végétal? Ça, sur le cadre réglementaire, les outils, les instruments sont déjà en place. Il faut les appliquer, c'est ça le problème. Il faut arriver à les appliquer. Et surtout, ce qu'il faut faire, c'est de renforcer aujourd'hui le caractère sacré de cette forêt par ce que je viens de dire, la constitution de forêts communautaires. Et ça, c'est dans la réglementation nationale. L'État l'a reconnu. L'État a les instruments pour reconnaître ces espaces-là comme des espaces communautaires. Donc, constituer ou bien créer autour de cette forêt des institutions locales capables de gérer convenablement ces forêts et que ces institutions locales n'aient plus besoin de forestiers pour aller donner des leçons à qui que ce soit. Au même moment qu'on salue l'existence de certaines forêts, on déplore la destruction d'autres. Vous partagez sûrement ce constat. Je partage ce constat. Hein, et comment on peut expliquer ces comportements encore Ce comportement, c'est la pauvreté. Il faut manger, il faut faire nourrir la famille. Et quand il faut faire nourrir la famille, et quand on le dit, hein, la bouche qui a faim, l'oreille n'écoute plus. Et quand on a faim, le ventre qui a affamé n'a point d'oreille, comme on le dit. Donc les populations, quand ils n'ont rien à manger, automatiquement, tout ce qui est autour, c'est la prédation, on va prendre et on mange. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de lutter contre la pauvreté dans tous ses sens, dans toutes ses dimensions, et créer autour de ces vestiges encore, ces patrimoines, des mesures qui puissent permettre aux populations de vivre dignement. À partir du moment où ces populations ont ce qu'il faut pour manger, je ne pense pas que ces populations vont tourner vers ces patrimoines qui sont très importants. Ce qu'on ignore aujourd'hui, c'est que on parle de la forêt d'Akissa. La forêt d'Akissa dépasse largement le village Adamé. Et le bienfait de forêt à Akissa dépasse largement le petit village d'Adamé. Donc il faudrait qu'on ait un autre regard, apporter plus de projets. Et d'ailleurs, les projets, il y en a dans le pipeline, pas mal de projets qui vont arriver. Alors, quelle doit être selon vous la meilleure stratégie au regard de ces enjeux et défis liés à la protection de notre environnement, à la protection de nos forêts? La meilleure stratégie, déjà, c'est de consolider les acquis aujourd'hui. Les acquis, c'est ce qu'on vient de voir. Les populations qui ont reconnu d'ailleurs d'abord l'existence de cette forêt. Les populations qui ont reconnu le service écosystémique de cette forêt. Et je viens de parler également de plan de développement local qui est en cours dans cette localité et que la forêt Akissa constitue le noyau sur lequel on va se baser pour développer un réseau écologique dans toute la région. Il y a autour de cette forêt d'autres îlots, vous l'avez dit, une dizaine, je crois qu'il y en a même plus que ça. Et ces forêts sont cimentées par une savane inondable à Mitragina, ce que nous appelons la forêt savane inondable. Et donc l'espace
constitue déjà un réseau qu'il faut arriver à protéger et faire connaître surtout. Aujourd'hui, je crois que ce que nous sommes en train de faire là, c'est l'une des stratégies, c'est-à-dire les médias, la sensibilisation, les médias s'y mêlent. On est en train de parler d'Akissa aujourd'hui au Togo et ça va loin. Je crois que les spectateurs, les téléspectateurs nous regardent de très très loin et on savoir qu'il y a un petit patrimoine quelque part qui aujourd'hui dépasse les limites du Togo. Donc je crois que c'est de ça qu'il s'agit, faire du bruit, parler suffisamment de cette forêt et démontrer dans les années à venir la conservation, même la biodiversité même de cette forêt. Et ça, est-ce que nos forêts, professeurs, sont aujourd'hui recensées, délimitées, inventoriées pour qu'on sache exactement de quoi nous parlons? Bon, alors les forêts, aujourd'hui, vous avez les forêts d'État, vous avez les forêts des particuliers. Et les particuliers connaissent très bien les limites de leur forêt. L'État aussi connaît, là où se trouvent ces aires protégées, connaît la superficie totale de ces aires protégées. Le problème que je soulevais tout à l'heure, c'est surtout la conservation de ces forêts. Que l'État arrive à conserver ces forêts-là. Ce n'est pas facile parce que les moyens manquent. Quand je dis les moyens financiers, les moyens techniques, les moyens logistiques manquent pour arriver à conserver ces forêts. Et tous ces moyens manquent à l'État pour les protéger? Donc l'État aussi, tel que nous sensibilisons la population, l'État aussi est à sensibiliser pour donner plus de moyens à ce secteur-là pour mieux protéger ces forêts-là. C'est vrai, le problème qui se pose avec ces forêts, vous le savez très bien, des populations qui se soulèvent, qui disent, bon, c'était la terre de nos parents, nous voulons retrouver cette forêt. Il faut qu'on arrive à sensibiliser la population pour leur faire comprendre que Dieu a créé tous les êtres sur la terre. Les plantes, les animaux aussi ont besoin de vivre. Et ces animaux et ces plantes-là doivent vivre quelque part. Et l'État a voulu faire la conservation à travers les aires protégées. Ces aires protégées, nous en avons 14% au départ. Aujourd'hui, il n'y a que 10%. C'est-à-dire l'État conserve seulement 10% du territoire national en parc, en réserve. Et je crois qu'il va falloir faire un travail de sensibilisation pour que la population comprenne que nous avons besoin également de cette biodiversité pour aujourd'hui et pour l'avenir. Vous êtes scientifique, professeur. Quand vous regardez notre couvert végétal, est-ce qu'il vous satisfait? Non, je ne suis pas trop satisfait par ce que nous avons aujourd'hui comme couvert végétal. Au départ, il y a 2 ans de cela, on parlait de 6%, mais avec l'inventaire l'année dernière, on est passé à 24%. Mais ces 24%, il faut aller voir de quoi il s'agit. C'est généralement des forêts dégradées. C'est des forêts, c'est des agroforêts, c'est-à-dire des forêts où on a cultivé le sous-bois. C'est des palmeraies que nous avons identifiés comme forêts. Mais en même temps, je voudrais dire qu'aujourd'hui, on parlait de sensibilisation de l'État. L'État est en train de prendre des mesures. Nous avions, même cette année, adopté un programme que nous appelons le programme national de reboisement, qui est un outil, si on investit. Si on prend au sérieux ce programme, je crois que d'ici 2030, nous allons inverser énormément la tendance. Inverser la tendance. C'est le vœu du professeur Kwame Kokou? C'est mon vœu étant amoureux de la nature. De la nature. C'est mon vœu et je suis sûr que l'État nous écoute, les auditeurs, les téléspectateurs nous écoutent, les populations nous écoutent et tout le monde va contribuer à la protection de l'environnement, à la gestion durable des forêts. On en a besoin parce qu'aujourd'hui, avec les changements climatiques, la forêt constitue cet instrument, ce mécanisme qui permet d'atténuer les effets ou bien de s'adapter aux effets et même assurer la résilience des populations. Merci, professeur Kwame Kokou, d'être passé sur ce plateau. Vous êtes enseignant-chercheur à la faculté des sciences à l'université de Lomé, directeur du Wascal Togo. Merci aussi à vous qui êtes restés en notre compagnie. Ce numéro de votre émission Planète Idéale est arrivé à son terme. À très vite pour un nouveau numéro.